Salut la gang, bienvenue à la radio B52, le podcast numéro 1 à Québec, au Québec. Merci à tout le monde, nos chiffres continuent de grimper, c'est super. On va continuer à travailler avec vous autres, pour faire le plus beau trip web de radio web qu'il n'y a jamais eu. En se parlant toujours et uniquement des vraies affaires. Continuez à vous abonner à YouTube. Inscrivez-vous sur notre page Facebook, Radio B-52. Plus on est nombreux, plus on va triper. Night Train au micro. Le sujet, le phare. Le phare, un édifice de 65 étages qui va être construit dans les prochaines années s'il n'y a pas de changement et qui se veut un projet majeur pour faire de Québec une ville avec, une esthétique architecturale passablement différente. Je veux vous parler du phare, pas pour vous répéter tout ce qui a été dit là-dessus dans l'actualité, mais pour vous parler de deux choses précisément. Un, pourquoi c'est un projet fantastique, un projet qui doit lever, un projet qui doit se réaliser. Et deux, pour vous montrer combien, encore une fois, on a des petits mononcles à la radio, un petit mononcle Filion notamment, puis on a aussi des gens qui sont négatifs, qui sont contre tout, contre ce projet-là en particulier. Donc, on va commenter ça un petit peu. Commençons par le positif. Le projet Le Phare est vraiment un projet unique, comme on n'en a jamais vu à Québec, en tout cas de mémoire d'homme. Parce que c'est un projet d'une envergure financière exceptionnelle. On parle d'au-dessus de 600 millions, je crois, 600-700 millions. Deuxièmement, c'est un projet, et tenez-vous bien, vous êtes tous assis, qui est entièrement financé par le secteur privé. Sauf évidemment les aménagements de routes, puis de viaducs, puis de lignes blanches, puis de fossés qui va devoir se faire par notre bon gouvernement maternel. Mais j'espère qu'ils vont mettre la main dans leur poche pour les faire, leurs affaires, hein? Parce qu'on a un investisseur qui capitalise, puis qui décide, qui croit tellement dans sa ville. Je parle du groupe Michel Dallaire, du groupe Cominard, qu'il est prêt à investir autour de 650 millions dans cette ville pour construire pas seulement un édifice, mais un monument à mon sens. Parce que ce projet-là est extrêmement emballant. Il est emballant parce que, premièrement, du point de vue architectural, enfin, on va avoir quelque chose qui fait 21e siècle. T'sais, on va arrêter d'avoir des bâtiments, je dirais, d'architecture insipide, insignifiante, morne et plate, hein, comme les romans de François Mauriac. On va essayer de faire différent, puis là on a vu par les maquettes que c'est le cas, en ayant une architecture éclatée, beaucoup plus moderne, beaucoup plus belle, qui fait vraiment 21e siècle, et non pas vieille patente à gosse faite par des vieux architectes, comprends-tu, qui fument la pipe, là. Alors là, on a quelque chose d'emballant sur le plan visuel. Donc bravo, c'est excellent. J'ai jamais compris pourquoi on avait des architectures de bâtiments si plates, grises, beige et drabes à Québec. Que ce soit au niveau des édifices du gouvernement, c'est toujours la même maudite affaire. La petite brique rouge, la petite brique beige, la petite brique drabe avec des petites fenêtres, puis je sais pas moi, à un moment donné, ils mettent un petit trottoir avec des petits arbres de chaque bord, puis bingo, tu sais. Puis c'est pas une question de budget, là, c'est une question d'imagination, parce qu'on peut faire quelque chose de beau sans nécessairement doubler la facture. Sauf que quand on a des incompétents crasses comme architectes, ou qu'on ne se paye pas des architectes ou des gens qui ont des connaissances modernes, qui savent ce qui se passe pour faire des beaux édifices, ben on a des vieilles cochonneries, comprends-tu, comme malheureusement on a dans les plus récents édifices qui ont été construits depuis une vingtaine d'années. Ben là, finalement, on a quelque chose qui fait New Wave, qui fait vraiment in, tu sais, vraiment, tu regardes ça, là, puis c'est vraiment, tu dis, wow, c'est vraiment wow l'affaire. OK, donc, bravo, 10 sur 10 pour ça. L'autre élément, c'est que c'est un édifice de 65 étages, donc ça va être le plus haut édifice à l'est du Canada, à l'est de Toronto. C'est que c'est quelque part le fun de se dire, regarde, on va avoir ça chez nous, hein? Et puis, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que ça devient un symbole pour la ville. Tu sais, d'avoir un édifice, un grand édifice en hauteur comme ça, qui est beau, qui est à l'entrée des ponts,
qu'on va voir d'à peu près n'importe où, évidemment, bien, ça devient un élément distinctif, puis ça devient un élément de marketing, de la publicité, puis touristique pour la ville. Ça, il faut comprendre également, là. Tu sais, qu'il y a des grands édifices comme ça. Prenez la tour du CN à Toronto. C'est un parallèle un petit peu boiteux, mais tout de même. Tu sais, quand on voit une image de Toronto, on voit la tour du CN. Quand on voit l'image de la ville de Montréal, on ne voit pas la tour Victoria, là, ou aucun des autres édifices insignifiants qui est autour. Hein? Bon. Quand vous voyez une image de la ville de Seattle, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la tour de Seattle avec le restaurant qui est en haut, qui est un restaurant tournant qui est en haut. Même chose. Vous voyez un peu l'idée? C'est que ça nous donne, nous, à Québec, un label, comprends-tu, touristique, une identification. C'est pas mal mieux que la clé du français frisé foqué qui avait été engagé par la bombe. Un visuel. Tu sais, la ville de Québec va de plus en plus être identifiée à ce building-là et à ce qu'il y a autour d'un point de vue touristique. Donc, c'est excellent. On n'a jamais trop de symboles puis de bâtiments, de choses concrètes qui nous identifient comme ville. Déjà, on a le Vieux-Québec, hein, tout le quartier latin, tout le beau coin là, européen qu'on a, évidemment, que tout le monde connaît ici à Québec. C'est merveilleux, ça demeure. Mais c'est bon aussi d'avoir un pied dans la modernité. Puis ça, ben, c'est ça que ça fait avec ce bâtiment-là. C'est vraiment, tu vas arriver, comprends-tu, par n'importe où, par les autoroutes, par le pont, en avion, tu vas le voir tout de suite, hey, c'est le fun, tu sais. Puis bon, ben, bravo. Donc, ça nous fait un élément distinctif, ça nous fait un élément sur lequel on peut appuyer notre marketing comme ville pour attirer des touristes également. Puis se montrer que la ville de Québec, c'est pas juste une ville où il y a des canaux, tu sais, puis des radeaux, comme dans le temps de Groseilliers et Radisson, mais également une ville moderne. L'autre élément, c'est que le bâtiment est situé dans l'ouest de la ville. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de ne pas toujours tout concentrer dans l'est de la ville, puis autour du Vieux-Québec, puis dans le centre-ville de Québec. Je sais qu'il y a toujours une obsession des gens de Québec là, à l'hôtel de ville de Québec pour tout soit toujours dans les quartiers de Québec. C'est très bien. Il faut toujours garder une ville-centre qui a également ses propres développements, mais des développements d'une facture différente. On s'entend, là? Je vois pas bien une tour de 65 étages au coin de, je sais pas moi, Langelier puis Charest, tu sais. Bref, c'est très bien qu'on développe l'ouest de la ville également, un autre pôle. Puis en plus, ben, ça va désengorger le centre-ville qui est lui-même déjà engorgé d'un point de vue financier, d'un point de vue trafic, pardon. Et puis, bon, en menant ça dans l'ouest de la ville, ben, ça va équilibrer un peu les choses. Donc, je pense que c'est une très, très bonne idée de faire ça comme ça. L'autre élément qui est intéressant dans ce projet-là, c'est sa vocation multifonctionnelle. Il va y avoir du condo de luxe, il va y avoir des bureaux, il va y avoir des commerces, il va y avoir une place publique aussi pour que les gens puissent aller s'amuser, soit patiner ou autrement. J'en sais trop rien. En plus, il va y avoir autour de la tour de 65 étages, il va y avoir minimum 3 ou 4 autres édifices d'une trentaine d'étages, je crois, avec également des vocations. Il va y avoir une salle multimédia qui a été annoncée, comme vous l'avez vu, pour permettre des shows. Alors ça, tout ça fait en sorte que ça va attirer différentes crowds, ça va attirer des boomers puis des X qui sont en moyen, puis des plus jeunes aussi qui sont en moyen. C'est pas une affaire de génération qui vont pouvoir se payer ça. Puis évidemment des commerces et tout ça. Donc c'est excellent, ça va amener une vitalité économique supplémentaire. Ça ne sera pas du cannibalisme, ça va amener du développement. Et puis par rapport à la salle multimédia, justement, j'ouvre une parenthèse sur ça. Les gens disent à chaque fois, ah ouais, mais là, les gens ils vont aller voir un show dans cette... Bon, premièrement, cette salle-là vise à avoir 700 places. Donc, on s'entend qu'on ne vise pas tout à fait les mêmes crowds que toutes les autres salles, que tous les événements qu'il y a. Deuxièmement, les gens à Québec vont devoir, si on ne veut pas avoir une ville qui roule les trottoirs à 9 heures, où on entend les feuilles tomber à terre l'automne, ben, il faut participer aux événements, à la vie sociale, à la vie nocturne, à la vie touristique, à la vie culturelle de notre ville. Ben, moi, j'invite les gens à sortir et à mettre un petit peu plus d'accent là-dessus. C'est pas mal plus fun à regarder un bon show que tout le temps avoir les deux pieds sur le pouf. Déjà, on est une ville qui consomme beaucoup de produits culturels, beaucoup de produits de loisirs, mais je pense que cette salle-là nous donne une nouvelle option. Puis il ne faut pas se fermer à la modernité non plus, parce que ça va être une salle multimédia. Ce ne sera pas une salle de spectacle conventionnel. Là. Ça fait qu'en quelque part, ça va tout simplement augmenter l'offre pour les gens, puis les gens vont continuer à aller ailleurs. Ça ne videra pas les salles ailleurs, on comprend. Là.
comme tel. Fait qu'il faut être positif à chaque fois. Ça augmente aussi la compétition lorsqu'il y a un nouveau joueur qui arrive. Ça force les autres à se dépasser, à innover, puis à créer des nouveaux produits, des nouveaux forfaits, puis des nouvelles façons d'attirer la clientèle. Donc, ça peut juste être bon du point de vue du client comme tel. Donc, c'est un autre plus, donc, par rapport à ce développement-là qui va se faire. L'autre chose, c'est que ce développement-là va créer de l'emploi énormément à Québec. On s'entend dans le domaine de la construction, tous les corps d'emploi, tous les corps de métier vont en profiter pendant peut-être 10-12 ans, j'en sais trop rien, mais certainement 7-8 ans, parce que la première tour de 65 étages va prendre au moins 4-5 ans à être montée. Après ça, il y en a 3-4 tours d'une trentaine d'étages et plus. Fait que c'était un autre 4-5 ans certains. Ça fait qu'on comprend là, que sur un horizon d'à peu près d'une dizaine d'années, une douzaine d'années, si tous les bâtiments sont construits, il y a un paquet de monde qui vont travailler là-dessus. Donc, c'est extrêmement positif, là. Parce que ça dynamise encore l'économie, une économie qui déjà quand même roule assez bien à Québec, à la hauteur d'à peu près 4,5 à 4,7 à 4,9% de chômage seulement. Donc, c'est excellent, c'est une très bonne nouvelle pour la ville, également sur le plan économique. C'est que, en résumé, voilà, je pense que c'est tout le positif qu'on peut, tout ce qu'il y a de beau à appuyer ce projet-là. Je l'ai résumé. Souhaitons que tout ça aille rondement. Normalement, les premières pelletées de terre, ou le début en tout cas du projet et du chantier démarre en 2017, dans le premier trimestre de 2017. Souhaitons que tout aille bien. Félicitations au groupe d'Alaire, à tout le monde qui ont participé à ce projet-là pour faire quelque chose qui est d'un point de vue architectural très très beau, qui tient compte également des éléments climatiques, le vent, le soleil, tout ça. C'est évidemment des éléments importants situés où c'est dans la ville. Donc, on sait qu'à Québec, c'est venteux pas mal tout le temps. Anyway, même en été. Donc, bravo à tout le monde. C'est une good job. Très, très good job. On a bien hâte de voir monter ça puis de pouvoir en bénéficier comme client d'un commerce ou tout simplement comme citoyen. Ou peut-être propriétaire. Qui sait. Maintenant, on va passer au côté un peu plus noir de la patente. Là, on a du monde qui s'oppose encore à ce projet-là. Parmi les gens qui s'opposent, dans les récents jours, on a vu, comme je le disais tout à l'heure, des petits mononcles de radio là, qui pourtant habituellement sont pour le secteur privé et qui sont anti-gouvernement. Là, on a un investissement privé, ils sont contre. Pas tous, mais plusieurs. Ensuite, on a évidemment toujours nos comités de citoyens, nos groupes de pression gauchistes, nos gens là, qui sont, qui ont encore les mêmes pack-sacs qu'il y avait au cégep avec une froc carottée rouge et noire, comprends-tu? Puis, je caricature, là, je le dis en tout respect, mais on a des gens qui sont contre tout, qui sont négatifs. Je comprends que les gens de Sainte-Foy, depuis surtout la fusion, ont été bousculés. Il y avait une vie et une façon de voir la vie différente sous des administrations puis des maires différents, puis ils n'aiment pas ça être bousculés dans leur bungalow. Je comprends tout ça, puis que voulez-vous? Que voulez-vous? Quand votre bungalow est à peu près à 500 pieds ou 200 pieds, 250 pieds du boulevard Laurier, ben vous êtes déjà pas mal dans l'urbanisme, puis dans l'urbain. Il faut bien comprendre que, vous ne pouvez pas, quand ces terrains-là ont été vendus, quand les maisons ont été construites, je ne sais pas, moi, il y a 50 ans, 80 ans, je ne sais trop rien, mais dans ce coin-là, parce que ça fait longtemps, ces bungalows-là sont là, à Sainte-Foy, dans toute cette région-là, là, ben, il n'y avait rien, c'est sûr. C'était des champs de patates, c'était il y avait des vaches, puis des taureaux, probablement, dans les champs, puis des patentes de même, là. Puis là, à un moment donné, il y a des promoteurs qui ont acheté ça, puis ils ont vendu ça, puis ils ont mis tous des beaux petits bungalows. Bon, fait que là, tous les petits messieurs, les petits madames, les petits mononcles qui restent dans un bungalow, je comprends que c'est désagréable pour eux, ça brise un petit peu leur quiétude, mais c'est ça la vie, là. C'est ça la vie, là. Tu peux pas arrêter l'évolution, tu peux pas arrêter le développement. C'est sûr que c'est pas... on se comprend qu'en plus, l'endroit où va être localisé ce complexe-là, cette tour-là, 65 étages du fort, ben, ils n'ont pas piétiné des bungalows, puis des maisons, puis des cottages, là. C'était un hôtel qui était là, entre autres, l'auberge du gouverneur, puis c'était des terrains vacants, puis ils montent ça là-dessus. C'est normal qu'autour de ça, il y ait des résidences pour des propriétaires, pour des particuliers, mais ces gens-là doivent comprendre qu'on ne peut pas arrêter le développement pour eux, là. Puis on ne pouvait pas deviner il y a 80 ans ou il y a 70 ans quand ils ont acheté le Bébel, le maison, qu'un jour il y aurait, une tour. On ne peut pas arrêter le développement. Vous comprenez vous voyez un peu le point? Sinon, il n'y a rien qui se construirait. Il y aurait juste des jardins, il y aurait juste des champs, il y aurait juste des fleurs, il y aurait juste des statues, puis il n'y aurait pas grand-chose d'autre à part des maisons. On ne peut pas aller vers ça. Il faut absolument asseoir le développement urbain de notre région sur des immeubles à bureaux, sur des immeubles commerciaux, des immeubles résidentiels, comme ceux que préconise le projet du Fort.
Bon, ensuite, au niveau de la radio, les petits mononcles, là, je sais pas de bon sens, là, petits mononcles, là, il y en a au moins deux, là. Moi, j'écoute ça dans ma toto, la radio, je vous l'ai dit. Puis l'autre matin, là, j'écoutais des petits mononcles, là, ils disaient, là, c'est pas compliqué, là, là, ça n'a pas de bon sens parce que, là, il va falloir que le gouvernement investisse dans l'aménagement du réseau routier. Puis c'était confus comme d'habitude, tu sais, c'est jamais trop clair, la patente. Mais là, je veux dire, on avait quelqu'un, là, ces deux petits messieurs-là, là, qui sont systématiquement, généralement, contre tout, sauf ce qui est fait par le privé. Donc, tout ce que touche le gouvernement, c'est de la merde, puis il n'y a jamais rien de bon au niveau des investissements publics. Je ne vous dis pas qu'ils ont toujours tort, au contraire. Mais là, on a un investissement privé. C'est des gens qui sont soi-disant de droite, puis ils sont contre le projet pour des raisons, comme je vous dis, à peu près aussi insignifiantes que celles qu'on a entendues, c'est-à-dire le gouvernement doit aménager le pont, le réseau d'aqueducs, les routes, les fossés, les feux de circulation, les ci, les ça, puis déjà le pont est engorgé. Peut-être tu peux te dire, ben oui, mais là, tu peux pas être pour quelque chose du coin gauche de la bouche, puis être contre cette même chose, ce même sujet-là, du coin droit de la bouche. Parce que là, à ce moment-là, tu as un problème entre les deux oreilles, là. Tu as la boîte à fusible brûlée ou partiellement brûlée, là. Parce que là, ça veut dire que ton cerveau, il fait des 180 degrés, des flips, des triples axels, là, qui n'ont pas ben d'allure, là, petit mononcle, là. Donc, c'est le temps d'aller jouer au golf, là. Dans ce temps-là, je leur dis, le petit mononcle, vers le temps, West Palm Beach, prends un break, là, ça spin, là, mon homme, là. Ça marche plus, votre affaire, les boys, là. S'il y a un projet que tous les gens qui sont dits de droite devraient appuyer inconditionnellement et avec ferveur et être emballés, c'est bien celui-là. C'est bien le phare. Or, il y en a qui trouvent le moyen de chialer encore pour chialer. Des gens dits de droite, là. Et ça prouve ce que je vous disais dans mon podcast de la semaine passée sur les petits mononcles, les petits clowns de mononcles de la radio d'ici à Québec, qui sont de l'extérieur, c'est que les gens sont contre. Il y en a qui sont uniquement contre. Ils ne sont pas d'ici. Fait qu'ils ne sont pas emballés par rien d'ici. Ils sont ici comme touristes en attendant de déménager ailleurs, soit à leur retraite, leur pré-retraite ou n'importe quand. Tu sais. C'est qu'à un moment donné, là, quand tu vis dans une place comme ici, exemple Québec, puis tu vois un projet comme ça, ben normalement, tu t'emballes un peu par rapport à ça. Tu dis, gars, c'est positif, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a rien de parfait. Le projet n'est pas parfait. Sûrement qu'il y a des choses qui vont devoir être ajustées. Mais soyons optimistes, soyons derrière un projet aussi grandiose que ça pour la ville. On est chanceux d'avoir un projet comme ça dans une ville comme ici. Tu sais, Québec, c'est pas Chicago, là. Tu sais, la ville de Québec, c'était quand même, quoi, c'est 600-700 000, peut-être plus, peut-être moins, mais autour de ça, on n'est pas une ville comme San Francisco, comme Los Angeles, ou comme, je sais pas, moi, New York, là. Donc, c'est un investissement colossal pour la ville de Québec. Donc, le petit mononcle, là, à radio, je voudrais juste que vous notiez que ça confirme exactement ce que je vous dis. C'est beau d'être négatif contre tout, mais à un moment donné, si tu es négatif contre même ce que tu appuies en général, si tu vas à l'encontre même de ce qui était supposé être tes propres principes économiques, hein, de la libre entreprise, de la libre concurrence, puis de la place prépondérante de l'entreprise privée dans une économie, puis tu vas à l'encontre de tout ça dans un projet comme le Phare, ben là, je veux dire, là, augmente la dose, mon chum, ou change de fournisseur, là. Là, c'est un méchant problème. Je me répète, là, mais c'est un méchant problème, mon homme, là. Avec tous les petits mononcles qui sont contre. Puis je inclus là-dedans, évidemment, je le répète en terminant, tous les groupes de pression un petit peu étranges, là, vous comprenez, là, qui sont un peu, tu sais, qui devraient lire de la poésie la nuit, qu'on prend tous ensemble devant une chandelle, là, mais arrêtez de commenter des projets économiques pour lesquels ils ne sont pas qualifiés, puis pour lesquels, de toute façon, ils vont être contre, parce que tous ces gens-là désirent, c'est justement ça, c'est des bibliothèques, c'est des jardins de fleurs, tu sais, puis, je sais pas, moi, des arbres avec la reconnaissance de la nature et tout ça. Fait ces gens-là, comme des citoyens là, des quartiers à Sainte-Foy, avoisinés à Lefort, de toute façon, vont devoir rentrer dans le rang parce que le projet va se réaliser au degré d'avancement qu'il a et avec les accords préliminaires qu'ils ont obtenus de la Ville de Québec. Je termine là-dessus d'ailleurs. Avez-vous remarqué combien de temps ça prend pour un entrepreneur privé, un investisseur privé, qui assume à 100% la facture,
combien de temps ça prend au niveau des fonctionnaires puis de la bureaucratie de la Ville de Québec, puis peut-être même du gouvernement du Québec, plus les groupes de citoyens, les consultations citoyennes. On se comprend-tu que c'est fou raide tout ça, là? Tu sais, on a la chance d'avoir quelqu'un qui met la main dans ses poches, qui ne demande rien à vous et à moi. Pour une fois, là, tu sais, parce que quand ça vient du gouvernement, c'est nous qui payons. Là, on a un groupe privé, puis là, on a les gouvernements, comprends-tu, qui taponnent des consultations. Puis là, c'est pas fini parce qu'il y a un changement de zonage à faire. Ça fait 3-4 ans que le projet en se parle, mais là, ce changement de zonage, lui, il a-tu commencé? Ça va-tu prendre encore 10 ans avant qu'il se fasse? Auquel cas, ce que je viens de vous dire, ça ne commencera pas en 2017, là. Mais probablement qu'un changement de zonage, ça se fait rapidement. Mais ça, pour vous dire qu'il y a toutes sortes de bureaucratie lourde et pesante tout le temps, pour freiner l'entreprise, puis par-delà ça, freiner l'initiative privée, alors qu'on a cruellement besoin de l'apport économique de l'entreprise privée dans une économie, pas juste du gouvernement, comprendra. Moi, d'ailleurs, j'ai plus une scène à mettre dans mes poches pour aucun investissement ou soi-disant investissement public. Pourtant, ils en font des investissements publics. Et je pense qu'ils ne nous demandent pas la permission. Hein? Bon, ben là, on a la chance d'avoir un groupe qui y va. Alors, go, le fort. Puis les petits mononcles à Réseau de Québec, ben shame on you, comprends-tu? Parce que vous êtes fuckés solides, les boys. C'était Radio B52, Night Train au micro.